Salut les amis, coucou les petits loups. Aujourd'hui, c'est un dossier édito. De quoi avons-nous besoin et que nous proposent les fabricants? Allez, c'est parti. La technologie ne fait pas tout. Eh oui, Nikon fabrique des boîtiers pour tout le monde, amateurs et professionnels. C'est bien là toute la problématique. Certains journalistes et youtubeurs ont parlé longuement de la possibilité de faire des photos en pleine autonomie avec le Z8 qui monte au 32 millième, qui fait des vidéos en 8K à je sais plus quelle résolution, mais quel amateur va se servir de tout cela régulièrement? J'ai mis très longtemps avant de choisir le Z8 parce que justement je me suis méfié en disant ouais c'est super, et puis je me suis dit attends, réfléchis 30 secondes, de quoi as-tu réellement besoin? De même que monter au 32 millième, en ce qui me concerne, oui, j'ai fait des tests au 8 millième, mais bon, on va dire que je me suis jamais vraiment servi du 8 millième. Je me sers du 2 millième régulièrement, du 4 millième si je veux faire des trucs un peu pointus, mais c'est le grand max, hein. Le 8 millième, je sais pas quand est-ce que je m'en servirai un jour. Si, pour faire des tests, c'est évident, pour vous dire, bah voilà, le 8 millième, on peut l'utiliser dans telles conditions, mais à titre personnel, pas vraiment. De même que la vidéo professionnelle, je n'ai fait des vidéos régulièrement qu'à partir du moment où j'ai quitté mon quartier, où j'ai vécu la plus grande partie de ma vie, et où j'ai quitté ma communauté OVS. Pour ne pas les perdre totalement, j'ai commencé à faire des vidéos conseils pour leur dire « Je vous oublie pas, vous faites toujours partie de ma vie ». Mais j'ai commencé à faire des vidéos il y a 5 ans, et ça fait quand même plus de 50 ans que je fais de la photo. D'où le conseil sempiternel de ma part, faites un cahier des charges, réfléchissez bien avant d'acheter quoi que ce soit. Un cahier des charges, ça veut dire, alors, j'ai besoin de faire de la vidéo, oui, non. Alors, si j'ai pas besoin de faire de la vidéo, qu'un appareil fasse de la vidéo 8K, oui, bon, c'est bien, mais c'est comme si on vous disait, à Bangkok, il fait un temps super et on mange des nouilles. Je te raconte même pas. Oui, mais bon, j'ai pas envie d'aller à Bangkok. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, réfléchissez bien, parce que faire de la 8K à, mettons, 120 images secondes, c'est cool. Mais personnellement, la 4K me suffit amplement. D'ailleurs, quand je suis passé de la vidéo 1080p à la 4K, personne ne l'a vu sur YouTube. Et effectivement, on va dire que si on met deux vidéos côte à côte, on verra qu'il y en a une à une définition qui est un peu meilleure, mais il faut les mettre côte à côte. Qui va regarder deux vidéos côte à côte après s'être enquiquiné à faire deux prises de vue? Personne, sauf les testeurs de boîtiers et les youtubeurs. L'autofocus, tel que je vous l'ai fait régler dans les dernières vidéos, est vraiment parfaitement opérationnel. Je viens encore de faire un essai tout de suite. J'ai pris une voiture qui passait dans ma rue, pas à toute vitesse, mais qui passait relativement vite, puisqu'elle avait le feu vert. J'ai fait la mise au point, j'ai déclenché, la photo était nette. Or, qu'est-ce qu'on demande de plus à un autofocus? C'est d'être réactif et de pouvoir faire une mise au point relativement rapidement. Point. Qui va photographier un TGV qui vous passe sous le pif à 300 km/h? Si c'est votre job, oui, achetez un boîtier avec un autofocus plus performant. Mais honnêtement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes, de photographes ou de vidéastes qui fassent ce genre de vidéos très régulièrement. Dans les faits, quand vous déclenchez ou non, à un moment, c'est vous qui allez cadrer, c'est vous qui allez composer la photo. Le boîtier n'est là que pour vous aider. La technologie, c'est bien, c'est évident, mais Henri Cartier-Bresson, Helmut Newton, Raymond Depardon, Robert Doisneau, Robert Capa, éventuellement, Helmut Newton, pour ne citer que cela, n'avaient pas d'autofocus, ni d'automatisme, voire ni d'IA, et pourtant ils faisaient des photos qui étaient percutantes,
qui parlait d'elle-même. Avant d'acheter le Z8, j'ai réfléchi de longs mois et puis j'ai raisonnablement acheté ce Z8 pour ses qualités photo et vidéo. Plus simple à mettre en œuvre, a priori, que sur le Z6. C'est pas peu dire. Je ne suis pas là pour vous faire dépenser votre argent. D'ailleurs, si j'avais un conseil à vous donner, c'est de regarder le nouveau 35 f1.4 qui est moins cher que le f1.8. C'est quand même extraordinaire ça. Par contre, il n'est pas de la série S. Je l'ai pas essayé, donc je peux pas vous dire, mais pécuniairement parlant, il est moins cher. Autant un pro aurait peut-être besoin d'un Z50 un poil plus complet, autant un amateur n'a pas besoin d'avoir toutes les possibilités du Z8. Seulement voilà, le Z50, il est fait pour attirer les béotiens, pas trop fortunés, et le Z8 pour attirer les pros qui veulent faire des économies par rapport au Z9. 1500 € de moins qu'un Z9, ça fait réfléchir. J'ai eu des amis pros qui était un poil envieux du matériel que je pouvais posséder. Parce qu'à une époque, j'avais un D3 avec lequel je faisais des photos régulièrement. Et il m'avait dit, t'as de la chance, toi, de pouvoir te payer ce type de matériel. Eh oui, le mot pro veut dire juste que la personne est censée gagner des sous en travaillant et en faisant des photos. Cette personne-là va pouvoir récupérer la TVA si elle fait des factures, mais pas forcément qu'elle soit riche, ni qu'elle ait besoin de tous les réglages qu'un boîtier pro peut offrir. Elle n'a pas forcément besoin de choses très pointues. J'ai une amie qui était photographe de mariage, je lui ai appris 2-3 bricoles, alors qu'elle n'avait pas forcément un boîtier expert. Mais voilà, Nikon fabrique des boîtiers pro pour tous les pros, que ça soit des pros de la photo de mariage, de la photo de studio, de la photo de compétition sportive. Mais Nikon fabrique aussi des boîtiers pro pour les vidéastes. Tout cela complexifie sérieusement l'utilisation d'un boîtier expert ou pro, alors que les photographes de base restent les mêmes. Quand je pense à mon boîtier pro, le D3, il était bien plus simple à régler que mon boîtier expert, le Z6 II. D'où mon sempiternel conseil, pour finir, réfléchissez bien avant d'acheter un boîtier, faites-vous un cahier des charges, d'un côté ce dont vous avez besoin, de l'autre côté ce qu'un boîtier vous propose. Ne vous laissez pas embobiner par il monte au 32 millième, vous faites de la vidéo 8K. Oui, enfin bon, si vous vous en servez pas, ça vous servira pas. L'autofocus est un peu lent par rapport à la concurrence, mais honnêtement, comme dit précédemment, si vous photographiez des TGV à longueur de journée, pourquoi pas, retournez-vous vers la concurrence. Mais honnêtement, est-ce que vous photographiez des TGV tous les jours, à chaque instant de la journée? Non. Donc, les réglages que je vous ai donnés précédemment pour le Z6 II vous offrent un autofocus relativement très efficient. Donc si vous n'avez pas à faire des photos où vous avez besoin d'un autofocus hyper rapide, les réglages que je vous ai donnés sont amplement suffisants. Mais comme d'habitude, c'est vous qui voyez, c'est votre argent. En attendant, faites de belles photos et à très vite dans une prochaine vidéo.